Eh bien le bonjour tout le monde. Enfin devrais-je dire bien le bonsoir, car ce soir est le soir d'Halloween. Et pour ce, moi, gentil comme je suis, alors que ça fait quand même 10 000 ans que j'ai pas posté de vidéo, tout va bien, mais bon, je vous ai fait une petite compilation de plusieurs threads que j'avais déjà postés auparavant. Il me semble qu'il y en a à peu près 10, je ne sais plus du tout. En tout cas, je pense que ça sera parfait pour Halloween, si vous voulez vous poser sur votre canapé avec un petit plaid et des petites gourmandises à manger. Devant une compilation d'histoires d'horreur, franchement, c'est nickel. Donc je vous sers ça sur un plateau d'argent. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, installez-vous confortablement, bien sûr. Fermez quand même vos portes à clé, on sait jamais. Vous savez, les soirs d'Halloween, il peut se passer des bails bizarres. Et puis nous, on est parti pour une petite compilation de à peu près 1 heure. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, c'est l'histoire de Thibaut, et Thibaut nous explique qu'il est très insomniaque. Cependant, c'est ses insomnies qui lui ont sauvé la vie. Donc Thibaut, à l'époque, habitait chez ses parents, et ce soir-là, ses parents n'étaient pas à la maison. Il faisait un voyage en amoureux, le laissant seul chez lui. La journée se passe, et une fois rendu vers minuit, il va se coucher en prenant soin de verrouiller les portes et d'éteindre toutes les lumières. Une fois dans son lit, les heures défilent, et pas moyen de trouver le sommeil. À 3h du matin, non seulement il est encore réveillé sans même être fatigué, mais en plus, il s'ennuie. Comme il n'arrive vraiment pas à s'endormir, il se dit qu'il pourrait s'occuper un peu pour faire passer le temps plus vite. Il est donc dans la noirceur de sa chambre, à se questionner sur ce qu'il pourrait éventuellement faire pour s'occuper. Quand à un moment donné, il remarque un petit tapotement qui semble provenir de sa fenêtre. Il précise que sa chambre est au sous-sol et que donc sa fenêtre est à hauteur du sol avec 2 arbustes à côté de sa fenêtre. Donc sur le coup, il s'imagine qu'il s'agit des branches qui bougent et cognent contre la vitre. Cependant, le bruit du tapotement n'est pas constant. Parfois, il s'agit d'un tapotement, mais parfois d'un grattement ou d'un bruit de métal. Sans vraiment s'inquiéter, il commence à se questionner sur la source du bruit, car ça ne peut pas être les arbustes, et juste avant qu'il se lève pour ouvrir ses volets, il entend un clic très familier. Il s'agit du bruit que fait son verrou lorsqu'on ouvre sa fenêtre. Ce clic lui gèle le sang, mais pas autant que le lent glissement de sa fenêtre pour l'ouvrir. Et la voix d'un homme qui dit « Oui, c'est ouvert ». Thibaut est pris de panique. Il y a au minimum 2 personnes juste devant sa fenêtre qui veulent rentrer chez lui et qui viennent d'ouvrir sa fenêtre. Thibaut panique et son cœur bat à toute vitesse. Mais plus que la peur, la colère commence à l'envahir. Et il se dit qu'ils n'entreront certainement pas chez lui. Et étant un fan de médiéval, sur le mur derrière lui, il y a des épées. Il prend donc la plus aiguisée d'entre elles et la place là où la fenêtre s'ouvre. Et il se met à hurler à plein poumon en faisant passer la lame entre les volets d'un coup sec, et il peut sentir qu'il touche quelque chose. Il prend donc un peu de recul, s'élance et redonne un second coup quand il entend des pas qui s'éloignent et une voiture démarrer et partir. Épée toujours à la main, il ouvre ses volets pour confirmer qu'ils sont partis. Il ferme et bloque le plus vite possible sa fenêtre et appelle la police. Et c'est là qu'il voit que la pointe de sa lame est couverte de sang et qu'il prend peu à peu conscience de ce qui vient de se passer. Sa théorie est que comme il n'y avait ni lumière d'allumée ni véhicule dans la cour, les personnes qui étaient derrière sa fenêtre ont dû penser que la maison était vide et donc facile à cambrioler. La fenêtre de Thibaut est la moins exposée, toutes les autres font face à la rue et sa chambre était donc pour eux le point d'accès le plus facile. Donc si Thibaut avait réussi à s'endormir, les hommes lui seraient littéralement tombés dessus. Thibaut n'a jamais revu ni entendu parler de ces individus, mais il termine en nous disant que oui, son insomnie lui a très certainement sauvé la vie. Thibaut a eu énormément de chance. T'inquiète pas Thibaut, les insomnies, je connais bien. C'est ce qui pourrait peut-être me sauver la vie. D'ailleurs, la nuit, je suis complètement parano. Dès que j'entends des bruits, moi c'est clair, direction cuisine, prendre mon couteau en céramique et faire le tour de mon appartement. Je vais peut-être m'acheter une épée comme Thibaut, tiens. Histoire suivante. Il est mardi et Tom rentre des cours et est très fatigué. Quand il rentre enfin chez lui, il va dans sa chambre et décide de jouer à la play, mais comme d'habitude, après quelques minutes, il a très soif. Alors il décide de sortir de sa chambre pour aller boire, mais en essayant de sortir, la porte de sa chambre est bloquée et impossible de sortir.
Sa femme de ménage étant présente chez lui, il décide de l'appeler. Elle arrive et dévisse la poignée de sa porte, mais ça ne change rien. Sa porte est toujours bloquée. Alors il décide d'appeler sa mère, qui appelle directement un serrurier. Le serrurier arrive 3 heures après et le délivre enfin grâce à une radio de serrurier. Vous savez, c'est une technique qu'utilisent les serruriers pour débloquer les portes. Ils utilisent en fait des feuilles comme les radios pour votre squelette. Vous la passez dans la fente de la porte et puis normalement ça se débloque. Je sais pas si vous voyez. Bref, Tom peut enfin sortir de sa chambre, mais le serrurier lui explique des détails pas très importants et en même temps qu'il lui explique ces détails, il est devant Tom dans sa chambre, donc il a le temps de voir l'intérieur et de voir que Tom possède beaucoup d'objets de valeur. Puis, après lui avoir expliqué quelque chose pendant 5 minutes, le serrurier décide soudainement de ne plus vouloir expliquer à Tom, mais à sa mère. Tom trouve ça un peu bizarre, mais bon, il passe. Il lui dit que sa mère arrive dans longtemps et qu'elle le réglera plus tard, mais il insiste et lui dit qu'il attendra dans l'entrée que sa mère arrive. Tom le laisse donc attendre dans l'entrée en se disant qu'il ne peut rien voler car il n'est vraiment pas loin et que sa femme de ménage est juste à côté de l'entrée. 35 minutes plus tard, sa mère arrive. Le serrurier lui explique donc la situation et sa mère le remercie et le paye. Avant de partir, le serrurier dit à la mère de Tom qu'il va cacher une radio devant la porte au cas où il serait bloqué. Sa mère et le serrurier choisissent une cachette qui est devant son palier d'immeuble, dans une petite armoire qui se trouve à gauche devant la porte. Les seules personnes qui avaient connaissance que la radio se trouvait là étaient donc la mère de Tom, le serrurier et le père de Tom. Après cette histoire, 2 jours passent, il est jeudi, Tom rentre de cours, il termine à midi et il décide de se mettre dans son lit pour regarder des vidéos. 3 heures passent et tout d'un coup, Tom a un mauvais pressentiment. Il se sent mal. Il décide donc d'aller boire et en revenant de sa cuisine, il entend tout d'un coup des bruits sur sa porte d'entrée. Il court prendre son téléphone et regarde dans l'œil de la porte. Et là, panique. Il voit quelqu'un derrière sa porte en train d'essayer de l'ouvrir. Tom crie « Bonjour, est-ce que vous pouvez dégager ?» Et la personne reste près de sa porte. Tom décide donc de crier « Papa !» alors qu'il n'est pas chez lui. Et là, la personne court dans les escaliers et hurle de frustration. Le père de Tom n'est pas avec lui, il n'y a personne chez lui, donc Tom est tout seul. Il décide d'aller directement chercher un couteau au cas où la personne reviendrait. Il appelle immédiatement sa mère qui fait venir son père qui est en réunion à 5 minutes. Quand son père arrive, il ne croise personne dans son immeuble. Mais il regarde dans l'armoire où était cachée la radio et la radio n'était plus là. Et Tom se rappelle des seules personnes qui savaient où était la radio, soit son père, sa mère et le serrurier. Son père, qui doit repartir au travail, appelle directement la police et quand la police arrive, elle interroge Tom et grâce à son témoignage, interpelle le serrurier chez lui. Et après les perquisitions, la police a découvert qu'il possédait des photos de Tom. Après avoir su ça, ce fut un choc pour Tom. Car s'il n'avait pas eu un mauvais pressentiment et qu'il n'avait donc pas enlevé ses écouteurs, la personne serait rentrée chez lui et l'aurait probablement kidnappé ou tué. Bon, c'est chaud cette histoire. Au début, j'avais pas compris pourquoi ils avaient caché la radio dans le palier, parce que du coup, le problème, c'était la porte de la chambre de Tom. Mais j'en ai conclu que c'était une excuse bidon du serrurier pour au cas où si toute la famille est bloquée avec la porte d'entrée. Et du coup, malheureusement, la famille s'est fait avoir. Après, heureusement, il n'est rien arrivé à Tom. Enfin, il en a fallu de peu. Mais c'est quand même allé hyper loin parce que le gars avait des photos de Tom chez lui. Morale de l'histoire, il ne faut faire confiance à personne, pas même au serrurier. Histoire suivante. Alors, cette histoire est racontée par Minichou. J'ai pas son prénom, donc on va lui inventer un prénom. Les 2 premières histoires, c'était des garçons. Bon bah, on va dire que c'est une fille. Et on va l'appeler Léa. Avant de commencer d'ailleurs, la personne qui a écrit ce thread nous précise qu'elle écrit des histoires qu'elle a vécues pour en faire un petit bouquin. Donc je vous mets son pseudo de Reddit, comme ça vous pourrez suivre ses aventures. Quand cette histoire s'est déroulée, Léa avait entre 4 et 6 ans. Sa famille et elle vivaient dans un petit village en Normandie. Sa maison était très petite, très vieille et mal isolée. Ils ont vécu plusieurs épisodes étranges dans cette maison, des expériences dont ils n'ont toujours pas trouvé de réponse rationnelle ni scientifique. Il n'y avait même pas de toilette à l'intérieur avant que ses parents refassent les travaux. Sa chambre a été d'ailleurs construite dans le grand cellier au fond. Elle était assez petite mais très agréable. Une chambre avec au mur de droite une petite fenêtre et des volets en bois et son lit était en dessous de la fenêtre. Léa ne fermait presque jamais les volets, elle aimait bien regarder les étoiles, mais selon sa mère, elle n'y dormait pas vraiment bien. Plus le temps passait, plus elle se plaignait la nuit et ne voulait plus dormir dans sa chambre. Léa se souvient d'une nuit effroyable. Cette nuit-là, elle s'en souvient encore aujourd'hui,
15 ans après. Sa famille et elle entendaient souvent des pas au grenier, des pas qui semblaient courir, traversant la maison rapidement. Des fois, ces pas semblaient être suivis par d'autres, comme si une famille se mettait à courir au travers de la maison. Mais le grenier n'était pas plus haut de 30 cm. Des chats, des souris, le voisin n'a rien trouvé en allant voir. La cour du voisin était collée à leur maison, et lui, qui était fermier, aurait vu s'il y avait des chats qui rentraient dans le grenier. Donc cette nuit-là, Léa dort paisiblement, le vent frappe ses volets, qui claquent sur le mur de sa chambre, et elle sent un courant d'air. Elle n'y prête pas vraiment attention car cette maison est remplie de courants d'air. Mais au bout d'un moment, elle se réveille brusquement par un bruit anormal. Quelqu'un a frappé à sa fenêtre. Elle sent sa respiration s'accélérer et ne veut pas se retourner. La pauvre Léa avait peur du noir et des monstres, donc elle reste paralysée. Mais au bout d'un moment, elle se retourne quand même. Sa curiosité a pris le dessus. Il fait à peine jour et quand Léa se retourne, elle voit une ombre devant sa fenêtre. On dirait une femme. Elle a les cheveux longs et noirs. Léa ne voit pas son visage, mais il est collé à la fenêtre, les mains autour, formant une ombre. Elle se cache très vite sous sa couette, elle crie, elle pleure, elle se demande qui est cette femme, elle est paniquée et prie pour qu'elle parte. Léa reste toute la nuit éveillée sous sa couette et ne peut pas sortir de son lit tellement elle est tétanisée. Quelques jours plus tard, ses parents vivent une expérience inexplicable. Ils dorment dans leur chambre à côté de celle de Léa, quand soudain, le bout du lit se soulève, comme si une force aurait attrapé les pieds et aurait tiré pour décoller le lit du sol. Puis, cette force a lâché, laissant retomber le lit brusquement, ce qui réveille immédiatement ses parents. Ils ont senti la même chose en même temps. Étrange. Et la même nuit, autour de Léa de ressentir une nouvelle fois cette présence. Elle entend encore toquer à sa fenêtre. Elle sait très bien ce qui l'y attend. Elle ouvre les yeux, mais ne se redresse pas. Le visage de la femme est collé à la fenêtre, mais elle ne regarde pas Léa. Elle regarde au loin, comme si elle n'avait pas remarqué qu'elle était là. Sous elle, à moins de 20 cm. Léa, par contre, la voit très bien. Elle a bien de longs cheveux noirs. C'est bien une femme. Elle a le teint gris, les yeux orange-rouge, mais elle n'a pas l'air effrayante. Léa bouge un peu et la femme la remarque. La femme baisse son visage pour apercevoir celui de Léa. Elle est toujours à l'extérieur, mais ouvre son rideau qui est à l'intérieur pour la regarder. Léa ne se souvient pas d'avoir eu peur. Elle avait plutôt l'impression qu'elle était bienveillante. Léa sent la présence de cette femme tous les soirs. Elle sait qu'elle est là. Elle la regarde. Et depuis, elle ne fait plus entièrement ses nuits. Léa ne sait pas ce que cette femme lui voulait, mais c'est après 15 ans, en discutant avec un homme très axé spiritualité, il lui informe que cette dame venait vérifier et les protéger de ce que se trouvait à l'intérieur de leur maison, notamment l'espèce de poltergeist qui avait agressé ses parents. Léa a déménagé depuis et elle ne l'a plus jamais revue. C'est hyper flippant. Là, on parle quand même de quelque chose de paranormal, d'une sorte d'esprit, d'une femme avec des longs cheveux noirs, et en plus de ça, un espèce de poltergeist apparemment, qui aurait agressé violemment ses parents en se déchaînant sur leur lit. Cette histoire, elle est courte, mais pour moi, elle est ouf. Après, apparemment, la femme était bienveillante et elle les protégeait, mais vu comment Léa nous l'a décrite, j'aurais pas aimé être à sa place. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Emily qui a vécu une histoire hyper flippante et surtout traumatisante. Un soir, Emily était tranquillement dans sa chambre en train de regarder des vidéos avec ses écouteurs. Elle regarde une vidéo de la youtubeuse Nooks et comme ça lui plaît beaucoup, elle lâche un petit pouce bleu et s'abonne direct. Oh, on essaye comme on peut, hein. Non, c'est moi qui raconte de la merde là. Mais par contre, vous pouvez toujours vous abonner et mettre un petit pouce. Bon, j'arrête. Bref, Emily regarde tranquillement ses vidéos YouTube quand tout d'un coup, elle entend un bruit. Elle retire ses écouteurs et n'entend rien. Donc elle les remet en se disant que c'était simplement son imagination. Mais 20 minutes plus tard, elle entend de nouveau un bruit. Cette fois-ci, elle en est sûre. Il y a bien du bruit qui provient du rez-de-chaussée. Elle retire une fois de plus ses écouteurs et regarde son chien qui, comme tous les soirs, dort au pied de son lit. Il ne dit rien, il dort. Il faut savoir que son chien est le genre de chien qui aboie facilement et pour rien. Emily se fie donc à lui et se dit que de toute façon, s'il y a vraiment eu du bruit, il aurait aboyé. Le lendemain, elle se lève pour aller au boulot. Mais quand elle va dans la cuisine, elle se rend compte que certaines choses ne sont pas à leur place habituelle. Elle range machinalement la cuisine sans se poser plus de questions car elle est déjà grave à la bourre. Le soir en rentrant, elle va dans la cuisine pour remplir la gamelle de son chien, sauf qu'elle se rend compte qu'elle est déjà pleine. Étrange, car ce matin il a tout mangé d'un coup, car Emily ne pouvait pas rentrer et elle a demandé à personne de venir pour l'alimenter, vu qu'il a l'habitude de manger que le matin et que le soir. De plus, il est du genre à tout manger d'un coup. Emily ne comprend pas et commence à s'inquiéter. Plus tard dans la soirée, elle se pose devant Netflix. C'est au bout de 2 heures qu'elle entend des bruits similaires à ceux de
de l'autre soir. Son chien est encore là avec elle, sauf que cette fois-ci, il regarde en direction de la porte de la cave. Emily forcément commence un petit peu à paniquer, ce qui est normal, mais prend son courage à deux mains et se lève en se disant qu'il faut qu'elle aille jeter un coup d'œil, car du jardin, on peut accéder à la cave via une porte qui ne ferme quasiment plus. Emily nous précise quand même qu'il est courant que des chats ou des rongeurs logent dans sa cave, donc elle essaye de se rassurer avec cette idée. Quand elle arrive devant la porte de la cave, elle commence à trembler et à avoir des sueurs froides. De base, la pauvre Emily a peur du noir, et en plus de ça, c'est quand même dans une cave. Mais bon, elle respire un grand coup et décide d'entrouvrir doucement la porte, car elle a quand même peur que ça soit des rongeurs et qu'ils rentrent chez elle. Mais en ouvrant un petit peu plus, elle distingue difficilement une silhouette assez grande. Une silhouette humaine. Emily commence à paniquer, son cœur bat de plus en plus vite et d'un coup, la silhouette commence à bouger lentement. Emily reste immobile de panique et après 2-3 secondes, elle se reprend et décide tout doucement de fermer la porte pour faire comme si elle n'était pas passée par là. Elle se dépêche d'aller dans le salon, elle prend son portable qui est posé sur son canapé et appelle la police directement. 30 minutes plus tard, la police arrive. Ils vont directement dans la cave et quand ils ressortent de sa cave, ils ressortent avec un homme d'une 50aine d'années. Un homme grand avec de longs cheveux gris et sale et avec une barbe qui n'a certainement jamais été coupée. Quelques minutes après, la police prend la déposition d'Emily et lui disent qu'ils l'appelleront demain. Le lendemain, à 10h30, la police l'appelle. Elle doit venir. Elle arrive sur place et après une certaine attente, un policier la reçoit et lui demande en détail ce qui s'est passé. Après ça, il lui explique ce que l'homme qui était dans sa cave lui avait raconté. Ce mystérieux homme a avoué que cela faisait déjà 2 mois qu'il logeait dans la cave d'Emily et qu'il remontait chez elle quand elle n'était pas là. Et c'est pour ça que le chien d'Emily n'aboyait pas. C'est parce qu'il était habitué à la présence de cet homme. Depuis cette histoire, Emily est traumatisée et a toujours peur d'aller dans sa cave. Cette histoire, elle est horrible! Tu t'imagines, t'es tranquille chez toi en train de regarder des vidéos ou écouter de la musique, et là t'entends des bruits, et là déjà tu vois une silhouette, tu découvres que c'est un homme, et en plus ça fait 2 mois qu'il est chez toi. Mais genre c'est horrible, c'est horrible! Bon, il lui est rien arrivé, tant mieux, mais quand même c'est grave chaud. Histoire suivante? Alors, pour commencer, ce que Laura va nous raconter date d'à peu près il y a 3 ou 4 ans, et elle avait donc 21 ou 22 ans à l'époque. Elle vivait en colocation avec sa meilleure amie, au rez-de-chaussée d'une ancienne grande maison en pleine ville. Sa chambre et la cuisine donnaient sur le côté jardin, tandis que la chambre de sa coloc, la buanderie et la salle de bain étaient du côté route. Donc c'est une nuit d'été, il était minuit environ, son amie est partie se coucher assez tôt, tandis que Laura lit tranquillement dans son lit. Il faut savoir que Laura a un chat, qui passe sa vie à faire des allers-retours dehors, surtout quand il fait beau. Du coup, elle laisse les volets ouverts très tard, jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Donc là, ils sont donc ouverts. Alors qu'elle est allongée tranquillement dans son lit, à un moment donné, elle aperçoit du coin de l'œil comme un flash à la fenêtre. C'est pas vraiment lumineux, pas comme un flash de photo, juste comme un reflet. Elle relève la tête, mais rien de visible. Il est tard, donc elle se dit qu'elle est tout simplement fatiguée. Mais 20 minutes plus tard, elle revoit ce flash. Troublée, elle se relève un peu et fixe la fenêtre pour revoir de manière claire le flash. Les minutes passent, mais rien. Laura abandonne et décide d'aller dormir. Elle se met en pyjama et alors qu'elle retourne vers son lit, elle revoit le flash. Là, elle en est sûre, il y a quelque chose. Elle s'approche de sa fenêtre et son sang se glace. Dehors, collé à sa fenêtre, il y a un homme. Il porte un survêtement noir avec des rayures blanches le long des bras. Elle comprend soudainement que le flash était la lumière de sa chambre qui reflétait contre les rayures de son survêt. Quand elle regarde de plus près, elle remarque que le mec s'est décalé vers la gauche et reste immobile. Elle ne dit rien, elle baisse son volet en faisant comme si elle ne l'avait pas vu. Une fois le volet descendu, elle se précipite dans la chambre de sa coloc et la réveille en murmurant « Il y a un homme à ma fenêtre !» Sa coloc ne comprend pas du tout, elle se lève alors et allume la lumière de la cuisine, côté jardin, donc là où est le mec. Tandis que Laura se dirige dans la buanderie pour épier la route. Si l'inconnu veut sortir du jardin, il est obligé de passer par là. Laura a l'impression que ça dure une éternité. Personne ne bouge et ne dit rien. Enfin, Laura le voit, marchant tranquillement vers la route. Il tourne à droite et il disparaît. Sa coloc se précipite dehors pour voir où il va, et tout ce qu'elle voit, c'est que l'inconnu fait un signe de tête à des jeunes qui passaient, puis elle le perd de vue. Et ce qui est étrange, c'est que les jeunes en question ne semblaient pas connaître l'homme, puisqu'il semblait être très perturbé par son salut. Laura n'a plus jamais vu cet homme, mais depuis, elle n'a plus jamais laissé ses volets ouverts après la tombée de la nuit. Alors comme ça on espionne les jeunes filles ? Non, en vrai, heureusement qu'elle l'a jamais vu parce que c'est quand même très étrange
qu'un bonhomme reste planté devant ta fenêtre. Après, ça se trouve, c'était un mec qui avait un crush sur Laura, mais... Les gars, c'est pas comme ça qu'on drague, c'est pas comme ça qu'on vient voir une fille. Faut pas rester planté sous sa fenêtre. Non, sérieux, si on peut plus être tranquille chez soi, où va le monde? Bref, troisième et dernière histoire. Bon, on va parler de l'histoire de Alan. Et Alan, ce qui lui est arrivé est incroyable et surtout très bizarre. Vous allez voir que c'est complètement différent des deux premières histoires et en général de toutes les histoires que je vous raconte. Et je comprends tout à fait que Alan soit très troublé. Un soir, Alan est sur son ordinateur à composer une musique avec le logiciel FL Studio en pleine nuit vers 3h du matin. Mais à cette heure-là, forcément, il est de plus en plus pris de fatigue et décide de dormir sur son canapé au lieu de se rendre au lit avec sa femme par peur de réveiller le bébé. Il place donc sa musique qu'il venait de finir dans un dossier avec ses autres musiques pour les mettre sur SoundCloud plus tard et il va dormir sur le canapé. Pour une raison inconnue, il se réveille 1 heure plus tard. Il est 4h06 et il n'arrive pas à se rendormir. Alors, il décide de traîner un peu sur YouTube et au final de retourner sur son ordinateur. Et là, il lui arrive quelque chose de très troublant. En revenant sur son ordinateur, il va tout de suite sur SoundCloud pour poster ses musiques, sauf qu'il ne les trouve plus. Elles ne sont plus du tout dans son dossier. Il se pose des questions, mais ayant des problèmes de mémoire, il se dit qu'il regarde le mauvais dossier. Il lance donc une recherche générale sur son ordinateur pour trouver les fichiers, et rien. Aucun fichier. Il va sur SoundCloud pour voir s'il a déjà posté ses musiques malgré qu'il ne s'en rappelle pas, et là, il tombe sur un compte avec un pseudonyme quasi similaire au sien qui a posté ses vidéos. Alan croit rêver. Il nous précise qu'il ne partage jamais son travail ni ses musiques. Il est le seul de son entourage à être dans la musique, alors il ne voit personne qui aurait pu voler son travail. Il voit que dans la description du compte se trouve une adresse mail. Il décide donc de contacter la personne en lui demandant pourquoi elle possède ses musiques. Et en attendant une réponse, il continue de traîner sur son ordinateur et à chercher ses musiques en se posant plein de questions. Et 30 minutes plus tard après l'envoi, il obtient une réponse. La personne lui dit que ses musiques sont les siennes, et là, clairement, Alan commence à être saoulé. Alan lui demande son identité, et une vingtaine de minutes plus tard, il obtient une réponse. Bien évidemment, cette personne ne révèle pas son nom, mais il lui dit quand même son prénom. Et étrangement, la personne a le même prénom que Alan. Alan en a assez, il stoppe la conversation. Il est clairement dégoûté et décide d'acheter une licence d'un logiciel de protection contre les virus. Il fait un check-up de son ordinateur avec ce logiciel et il ne trouve rien. Alan ne comprend vraiment pas. Il essaye de passer à autre chose en jouant à Overwatch, mais clairement, la pilule a du mal à passer. Il est tellement sur les nerfs qu'il est prêt à supprimer son logiciel de musique. Il joue une petite heure et à un moment donné, il reçoit un SMS. C'est un 06 qui cite le prénom de Alan dans son SMS, mais il ne connaît pas ce numéro. Voici ce qu'il contient. Alan, du coup j'ai écouté tes musiques et elles sont vraiment pas mal. Ensuite, un autre SMS quelques secondes après. Par contre, comment ça se fait que t'as mis le son que tu m'avais parlé, Win or Lose, un truc dans le genre? Alors oui, effectivement, il y a 2 ans de ça, Alan avait fait une musique qui avait ce titre, mais il n'en avait jamais parlé à qui que ce soit. Il est extrêmement privé dans ce domaine et a tendance à parler de son hobby à personne, sauf à sa femme. Donc il n'y a aucune raison que quiconque connaisse ce titre, et encore moins un inconnu. Curieux, Alan lui répond « Vous êtes qui ?» Mais pas de réponse. Alan est encore plus dépité à ce stade et ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. 2-3 minutes plus tard, un nouveau SMS. Bah c'est moi, Julien, t'as plus mon numéro? Alors effectivement, Alan connaît un Julien qui est l'un de ses amis les plus proches, mais il a son numéro dans son répertoire, donc il n'y a aucune raison qu'un numéro inconnu lui envoie ça. Alan ne lui répond pas tout de suite et décide d'aller sur Discord voir si le vrai Julien est en ligne. Alan voit que Julien est en ligne, il lui envoie un message avec un screenshot en lui expliquant la situation et il lui répond que ce n'est pas lui. Quelques instants plus tard, encore un SMS. Si tu veux une preuve que c'est moi, j'en ai une. On était ensemble en BTS au lycée Jacques Coeur et tu habites à Toulouse. T'as pas supprimé mon numéro quand même. Alan commence clairement à flipper. Une personne qu'il ne connaît pas sait où il vit. Dans la panique, il fonce sur Discord envoyer ce screenshot au vrai Julien en lui disant d'arrêter les mauvaises blagues et Julien lui répond une nouvelle fois en jurant que ce n'est pas lui. Cette fois, Alan le croit. Alan décide de reprendre la conversation par SMS et lui demande d'où il connaît cette musique. Et quelques instants plus tard, une réponse.
On en a parlé il y a même pas une semaine en vocal, sauf que Alan n'a eu aucune conversation en vocal cette dernière semaine. Il n'a jamais parlé de cette musique à qui que ce soit, sauf sa femme. Il lui demande le compte où il a vu ces musiques, et sans surprise, il lui envoie un lien qui le redirige vers le compte qu'il avait déjà vu, avec un pseudo quasi similaire au sien. Il lui répond en lui disant que ce sont ses musiques, mais que ce compte n'est pas le sien. Et le faux Julien lui répond « Comment ça, c'est pas ton compte? Enfin, tu m'avais envoyé le lien quand on en a parlé, tu te fous de moi ?» Et encore un peu plus tard, il lui dit « Je sais que c'est tes musiques, et je sais aussi que c'est ton compte, sauf si t'as changé. » Alan en a vraiment marre et coupe net la conversation. Il est fatigué de tout ça et a envie d'aller se coucher avec sa femme et son bébé. Sauf qu'en remettant sa chaise, il se rend compte que l'étendoir à linge à droite de son bureau a changé. Les vêtements ne sont pas disposés de la même manière qu'avant sa sieste. D'habitude, les vêtements du bébé sont à l'étage du bas. Et là, ils étaient en haut de l'étendoir. C'était Alan qui s'était occupé lui-même d'étendre le linge, alors il savait très bien ce qu'il avait fait. L'étendoir à linge, c'est la goutte de trop pour lui faire comprendre que quelque chose ne va pas. Cette nuit n'est pas normale. Il a vraiment un sentiment étrange de ne pas se sentir à sa place, d'être perdu dans un autre monde. Il va vers son frigo qui se trouve à côté de son bar pour se servir à boire. Il ouvre le frigo et il voit encore quelque chose qui a changé. C'était pas une bouteille de jus de pomme qui était dans la porte du frigo, comme dans ses souvenirs, mais du jus d'ananas. Alan se dit que c'est vraiment énorme d'avoir perdu ses musiques, de voir des personnes qui ressemblent à son entourage agir et de voir que des objets chez lui ont changé. Il se sent vraiment pas bien. Puis, il regarde la vaisselle et il voit que l'évier est vide, alors que personne n'avait fait la vaisselle avant que sa femme n'aille dormir. Elle lui avait même dit de ne pas la faire, étant donné qu'ils avaient mis du produit anti-moisissure. Là, l'évier était tout propre. C'est vraiment pas normal. Après tout ça, Alan n'en peut vraiment plus et va directement dormir. Heureusement, il n'a rien remarqué de suspect avant d'aller dormir. Le lendemain, tout se passe bien et rien n'a changé comparé à ce qu'il a remarqué la nuit. L'étendoir est toujours rangé avec les vêtements du bébé en haut, l'évier est propre et vide et le jus d'ananas est toujours présent. Au détour d'une petite conversation où sa femme et lui rigolent, il lui demande si elle a fait la vaisselle hier. Sa femme ne comprend pas trop le sens de sa question et elle lui répond que oui. Il ne comprend pas. Il lui répond qu'elle avait mis du produit et que par conséquent, elle ne pouvait pas utiliser l'eau pour faire la vaisselle. Et étrangement, sa femme lui répond qu'elle n'a jamais dit ça. La conversation se refroidit d'un coup car Alan a la tête toute pâle et sa femme le regarde bizarrement. Alan demande à sa femme pour l'étendoir comment ça se fait que les vêtements du bébé sont en haut. Elle lui répond qu'elle s'en est occupée et qu'elle avait mis cette disposition comme d'habitude. Alors qu'Alan a parfaitement le souvenir de s'être occupé du linge. Alan est tellement troublé qu'il sort juste un ah ok, froid comme la glace. Sa femme le regarde perplexe car il n'arrête pas de poser des questions qui n'ont aucun sens à ses yeux et donc il lui demande même pas pour le jus d'ananas. Par contre, il lui demande si elle se souvient de sa musique Win or Lose car c'est la seule à en avoir entendu parler. Et là, Alan est choqué. Elle ne s'en souvient pas. Il lui demande comment elle a pu oublier quelque chose d'aussi important. Win or Lose était la première musique qu'elle avait écoutée de lui. C'était tellement précieux qu'il ne voulait pas la publier et la garder pour eux. Et donc, il ne comprend vraiment pas comment elle a pu oublier ça. Selon sa femme, elle n'en a jamais entendu parler. Le pauvre Alan est presque en larmes et il ne comprend pas ce qui se passe. Sa vie a changé en l'espace d'une sieste. Il est tiraillé entre avoir imaginé 90% de sa vie ou être entré dans un monde parallèle pendant son sommeil. Alan retient ses larmes et sa femme et lui essayent tant bien que mal de continuer un semblant de conversation pour faire comme si de rien n'était, mais c'est trop dur. Et d'un coup, il se souvient que sa mère devait passer les voir et le fait savoir à sa femme. Et là, elle lui répond quelque chose qui le fige. Elle lui dit que sa mère est morte. Alan ne sait pas quoi dire ni quoi penser, il ne comprend rien. Il lui demande comment ça elle est morte pendant la nuit et sa femme lui répond qu'elle est morte depuis 4 mois. Et que suite à ça, Alan avait fait une profonde dépression jusqu'à perdre son travail. Alan est complètement perturbé et sous le choc et va directement vérifier, mais c'est bien vrai, sa femme dit bien la vérité. Alan avait même posté un message sur son Facebook pour avertir le reste de sa famille. Et tout ça, il ne s'en souvient pas. Il n'a aucun souvenir. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours aussi perdu et ne sait pas quoi penser. Il est dans un monde qu'il ne comprend pas, il se sent dans un corps où il n'a jamais vécu, il a perdu ou imaginé une grande partie de sa vie, il ne sait pas si tout ça est dû à la dépression ou aussi étrange que ça peut l'être, qu'il vit dans une sorte de monde parallèle. Alan nous précise dans son post qu'il avait besoin d'en parler ici, car il n'arrive pas à se confier en réel, il a l'impression que tout est faux et qu'on lui a rentré des faux souvenirs ou qu'on lui a changé sa vie. Et c'est clairement le genre de choses qu'il a ressenti dès la première seconde. Bon, je vous avais prévenu, cette histoire, elle est folle. Franchement, tu sais pas si c'est du paranormal, si c'est un délire de monde parallèle ou si c'est malheureusement dans sa tête, dû à sa dépression. En tout cas, si c'est dû à sa dépression,
ce que je pense personnellement, c'est hyper triste. Et après, si jamais c'est un délire de monde parallèle, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé cette histoire, parce que je trouve que ça change énormément de ce que j'ai pu vous raconter depuis le début, et je trouve ça hyper intéressant. Limite, j'aurais bien voulu que ça continue pour que ça soit encore plus poussé. Les amis, aimez-vous la forêt? Aimez-vous vous balader dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, pour faire du footing ou bien juste pour marcher? Peut-être pour vous rappeler des souvenirs d'enfance? En tout cas, de jour ou de nuit, c'est cool les balades en forêt. Mais pas quand on fait des rencontres étranges. Et devinez quoi? Les personnes qui nous racontent ces histoires ont rencontré des personnes ou des phénomènes étranges. Êtes-vous prêts pour ces histoires effrayantes? Eh bien si oui, fermez bien votre porte à clé, éteignez la lumière et installez-vous confortablement pour frissonner. Bonsoir, je m'appelle Rose, j'ai 18 ans et l'histoire que je vais raconter fait froid dans le dos. C'était il y a 2 ans, j'avais 16 ans, je suis allée me balader avec une amie dans notre village, pas loin de chez moi. On adore aller en forêt, s'allonger dans les champs pendant des heures, enfin bref, on est très nature. Ce jour-là, on avait décidé d'aller en forêt de 10h à 11h, ensuite aller dans un champ pour manger, et tout l'après-midi nous devions aller dans des endroits que nous ne connaissions pas. Il faut retenir que le chemin pour aller à la forêt est très fréquenté, donc pas mal de personnes étaient avec nous. Il y avait une famille avec 3 enfants en bas âge, un couple de randonneurs et un monsieur, qui je pense avait l'habitude de venir se promener ici. Une fois arrivés à l'entrée de la forêt, il y avait beaucoup de monde qui redescendait. Ma copine avait remarqué un homme qui nous regardait, assez grand, brun, qui mangeait une poire en la coupant en quartiers. Mais une fois à notre niveau, l'homme s'arrête et nous dit « Faites attention, j'ai vu quelqu'un d'étrange se promener avec un couteau. » Sur le moment, on a commencé à avoir peur, mais je me suis dit que si des randonneurs viennent ici, c'est qu'ils connaissent bien l'endroit. Alors je regarde l'homme et je le remercie. Mais il sourit un peu bizarrement, comme s'il avait quelque chose à cacher. Vers 10h50, ma copine a voulu s'arrêter pour boire un coup. Nous sommes sur le sentier, et en regardant autour de moi, j'aperçois une silhouette courir un peu plus bas dans les buissons. Mais bon, j'y prête pas vraiment attention, vu qu'il y a énormément de personnes qui font du jogging à cette période de l'année. 15 minutes plus tard, on arrive dans un champ en plein milieu de la forêt, c'était vraiment splendide. Alors avec ma copine, on décide de rester jusqu'à 12h30 pour manger. Pendant notre pique-nique, j'ai eu envie d'aller faire la petite commission. Sauf qu'il y avait des gens qui déjeunaient en même temps que nous, je suis donc allée un peu plus loin derrière un arbre. Mais une fois fini, je lève la tête et juste devant moi, il y a l'homme de tout à l'heure. Imaginez juste le cri que j'ai poussé en le voyant. La seule chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est « Il a dû me regarder depuis le début, il va me violer » et d'un coup, il part en courant. J'ai trouvé ça très étrange car quand nous sommes montés avec mon ami, il descendait. Or là, il est parti comme s'il retournait dans la forêt. Je suis retournée en courant voir ma copine pour lui raconter ce que je venais de vivre. Après ça, on reprend la route, mais toujours sur nos gardes car nous avions très peur. 2 heures passent sans nouvelles de cet homme que j'ai vu quand même 3 fois depuis notre arrivée. À un moment donné, ma copine reconnaît au loin le vieux monsieur qui était devant nous tout à l'heure sur le grand chemin. Elle décide de l'interpeller et lui poser la question. « Bonjour monsieur, un homme nous a dit qu'il y avait quelqu'un dans la forêt et qu'il est armé. » L'homme regarde ma copine, puis moi et ajoute « 2 jeunes filles comme vous ? Une cible parfaite pour l'homme de la forêt. » Et là, on commence vraiment à flipper. Le vieil homme part et on décide de le suivre. Je vois ma copine stressée, jeter plein de coups d'œil en contrebas, comme si elle voyait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. L'homme prend le sentier de gauche en direction de sa maison et il nous conseille de partir en courant d'ici. Je lui demande donc s'il peut nous faire entrer chez lui, le temps d'appeler mon père pour qu'il vienne nous chercher, mais l'homme répond en criant « S'il sait que vous êtes entrés chez moi, il nous tuera tous !» Le sentier était encore long avant d'atteindre le grand chemin. Alors je dis à ma copine le mot le plus stressant dans cette situation. Cours, cours, cours. On se met à courir tout en regardant en contrebas. Je remarque l'homme en train de courir dans notre direction. Je prends mon téléphone pour appeler mon père qui habite à 5 minutes. Soudain, on entend un énorme cri. Je tourne la tête vers lui et plus bas, je vois la voiture de mon père arriver. L'homme devait être énervé de me voir appeler de l'aide. L'individu fait finalement demi-tour, retournant dans la forêt. Une fois dans la voiture de mon père, on pleure de soulagement. Mon père avertit la police qui rapplique 10 minutes plus tard. Il s'avère que l'homme avec le couteau était un violeur récidiviste et qu'il ciblait principalement des femmes entre 13 et 25 ans. Il a été arrêté et apparemment, le vieil homme était son père. Je n'en sais pas plus sur l'histoire de sa vie, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Mon ami et moi habitons toujours dans notre petit village et nous sommes retournés pas mal de fois dans cette forêt depuis l'incident. Et rien de tout ça ne s'est reproduit. Vous avez toujours envie de faire des petites balades et des petits pique-niques? Attendez de voir la prochaine histoire.
Bonjour, mon histoire se déroule pendant les vacances d'hiver et à l'époque où se déroule cette histoire, j'avais 13 ans. J'étais alors en vacances d'hiver et comme chaque vacances d'hiver, à la même époque de l'année, j'allais en montagne chez de la famille pour éviter de payer un hôtel directement à la station de ski. Ma famille qui se trouve dans les montagnes possède une ferme familiale avec des vaches, poules, lapins, etc. J'étais cette année avec mes cousins qui n'avaient pas l'habitude d'aller en montagne pour faire du ski. Avec mes cousins, chaque soir, on avait l'habitude de sortir la nuit dans le petit village où il y avait la ferme et dans le village, il n'y avait pas beaucoup de lampadaires. Donc avec mes cousins, soit on allait derrière la grange dans les bottes de foin, ou on se baladait dans le village, mais dans les deux cas, on se racontait des histoires d'horreur pour nous faire peur. 2 jours plus tard, dans le poulailler, on retrouva une poule morte et une disparue. Avec ma famille, on trouva ça normal, car fréquemment on trouve des poules mortes à cause des renards. Puis, après avoir eu l'info, nous sommes partis avec mes cousins et de la famille à la station pour faire du ski. Le soir même, avec mes cousins évidemment, nous sommes sortis dehors pour nous faire peur et faire des conneries. Cette nuit, nous nous sommes baladés dans le village et tout se passait bien, et nous sommes partis dormir. Le lendemain matin, d'autres infos sont tombées. La 2e poule a été retrouvée éventrée devant la porte d'un voisin. Donc avec mes cousins, nous en avons parlé, mais sans trop de réaction. Et après une journée de ski, nous avons oublié et nous sommes encore sortis la nuit dans le village. En sortant la nuit, je me sentais bizarre, comme oppressée. Dans la ferme, normalement, il y a des chats. 7 en tout. Et on est censé les voir chaque nuit. Mais là, on les a cherchés partout et on les a trouvés proches de la maison de ma famille, à l'opposé où on doit les trouver normalement. C'est-à-dire à côté des champs, là où il y a des buissons. Puis, à un moment donné, on entend les vaches s'agiter. Donc nous allons voir, et sur le chemin, une odeur bizarre, une odeur de pourri, et sur le chemin, on voit une ombre courir vers la forêt à proximité de la ferme. Alors on se précipite dans la grange, et une fois arrivé, on voit une des vaches qui a été violemment égorgée. Et proche de la forêt, il y a un petit chalet que notre famille avait construit, et lors d'un repas de famille, nous avons appris que la porte-fenêtre ne se fermait pas bien. Donc on se précipite vers le chalet, et en arrivant, tout va bien, aucun problème. Mais sur le chemin du retour, après avoir vérifié que tout allait bien, on se sent observé, et à un moment donné, sortant de l'ombre, on voit la personne que nous avions vue auparavant. Et elle commence à s'approcher. Dans la peur, on tape le sprint de notre vie, on a couru environ 5 minutes, puis nous sommes partis dans les bottes de foin derrière la grange et attendu le lever du jour, car si nous voulons retourner là où on habitait, il fallait obligatoirement passer en plein milieu d'une source de lumière et prendre le risque de nous faire prendre par l'inconnu. Le lendemain, nous avons raconté toute cette histoire à la police et quelques semaines plus tard, nous avons appris que c'était une vieille ermite qui serait, d'après les rumeurs, le diable incarné. Eh bien dis donc, c'est bien badant cette affaire. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une amie à ma mère qui habitait dans une ferme et je m'en rappelle, on adorait avec mes sœurs se balader dans les recoins de la ferme. D'ailleurs, j'avais cru voir, vous savez le personnage dans les Looney Tunes, le coyote je crois. J'étais persuadée de l'avoir vu et il m'avait hyper fait flipper. Après, je pense que c'était mon imagination de gamine aussi. Mais après cette histoire, vous n'irez pas, en tout cas la nuit, dans des fermes. Prochaine et dernière histoire. Bonjour, je m'appelle Amy et je vous raconte cette histoire pour m'aider à tourner la page et à rationaliser. Pour commencer, j'ai un grand amour. Mon scooter. Je fais énormément de trajets avec et j'ai souvent des routines avec. Et aussi, tous les 2 jours, même parfois tous les jours, je fais du footing. Je pars en scooter pour aller en forêt, pour ensuite faire mon footing là-bas. Je cours dans un bois immense, à 15-20 minutes en scooter, et je m'épuise là-bas. C'est beaucoup plus agréable. Donc tous les jours, à tous les 2 jours, je pars courir de 18h jusqu'à 19h30. Tout s'est très bien passé jusque-là, je n'ai jamais eu de problème. Je connais ce bois depuis que je suis toute petite, et j'ai jamais eu de soucis ou entendu des problèmes survenus de là-bas. Vers 18h30, je pars courir à mon habitude. Je prends mon scoot et c'est parti. Une fois arrivé là-bas, alors que je m'étire, j'ai une sensation qui me tétanise. Comme si mon corps ne voulait pas m'écouter et continuer mes étirements. Je suis sur mes gardes, mais j'arrive à surmonter ça. Ce jour-là, j'ai vraiment la flemme de courir, donc je me dis que mon corps a la flemme aussi. Je cours pendant 30 minutes, je m'arrête un peu pour contempler les alentours et je reprends ma course, mais je décide de la raccourcir car honnêtement, je commence un peu à être saoulée et je commence vraiment à avoir faim. Je fais donc demi-tour vers mon scooter pour rentrer. Je suis à 500 mètres de mon scooter. Je commence à ralentir ma course. Je marche tranquillement vers mon scooter quand soudain, je vois une grosse bosse près de mon scooter. Je comprends pas trop sur le moment, surtout que je ne porte pas mes lunettes quand je cours, mais au fur et à mesure que je marche, je me pose la question, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et là, je vois un homme très grand, assez fin, qui était en fait accroupi près de mon scooter. Sur le coup, je pète un câble, vu qu'on m'avait déjà volé mon scooter, et je commence à sprinter en criant sur lui. Tu fais quoi là? Le gars me
voit et s'enfuit en s'enfonçant dans une partie du bois. Je regarde s'il a pas essayé de voler mes affaires, ou même de me couper un tuyau, on sait jamais, mais absolument rien. Je comprends pas trop. Là, je vous avoue que je suis complètement déstabilisée. J'en tremble et j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je respire, je reprends mon sang-froid et je décide de rentrer chez moi. Je commence à démarrer mon scooter pour le chauffer et ça prend un certain temps car avec le froid, l'essence a du mal à chauffer. Il commence un peu à chauffer, mais pas assez pour que je puisse rouler tranquillement sans que je cale. Sauf qu'après 5 minutes à kicker sur un scooter, forcément t'as mal aux pieds et à la cuisse. Je m'arrête donc un instant. Et là, je sens réellement un regard. Je sens quelque chose de malsain et de dangereux. Je me ressaisis, mais toujours en étant méfiante. Après encore 5 minutes, mon scooter commence suffisamment à chauffer pour partir doucement. Je vais pour débéquiller mon scooter, et là, j'entends sur ma droite quelque chose s'agiter vers ma direction. Je tourne la tête et j'aperçois l'homme de tout à l'heure. Il fait un bruit comme un chien enragé. C'est terrifiant. Incompréhension totale. Mon corps se paralyse pendant 2 secondes. Je sens mon sang se glacer et tous les muscles de mon corps sont contractés. Je réagis directement après et je crie comme une folle. Le mec s'arrête brusquement au milieu de la route et après 2 minutes d'un silence de mort, qui me paraît être une éternité, il commence à hurler: Tu voles mon scooter! Tu voles mon scooter! Je vais te tuer! Alors là, en panique, j'enfourche mon scooter sans réfléchir. Je commence à accélérer, sauf que mon scooter est pas suffisamment chaud. Je peux donc pas accélérer aussi vite que je le voudrais. Je suis à max 10 km/h. J'essaye de remplir au mieux ma cuve d'essence pour taper une putain d'accélération. Sauf que le mec en question arrive à me rattraper et me tire. Je freine par réflexe et mes roues glissent et me fait tomber. Quand je me relève, le mec est à moitié déstabilisé. Alors je prends un énorme élan et je lui mets le plus fort des coups de casque sur la tête. Il me lâche et je tape une accélération à 30 km, mais c'était déjà ça. Je continue de rouler, j'essaye de prendre un chemin un peu bizarre pour essayer de le fuir et au bout de quelques minutes, je m'arrête à un endroit un peu isolé, mais juste sous une caméra de surveillance. J'ai tellement peur que je me dis, au moins s'il m'arrive quelque chose, la caméra filmera et ma famille sera au courant de ce qui s'est passé. J'essaye de cacher mon scooter et je reste 15 minutes caché dans des buissons. 15 minutes de peur mélangée à l'adrénaline. Mon cœur battait tellement vite que j'avais mal à la poitrine. J'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher et enfin, 10 minutes plus tard, mon père est là. Et enfin, je suis saine et sauve et on peut rentrer à la maison. Depuis ce jour-là, tant que je ne suis pas rentrée chez moi, je garde mon casque sur la tête pour me défendre. En réalité, c'est mon casque qui m'a sauvé la vie ce soir-là. Morale de l'histoire, parfois, devenez plus fou que la personne en face de vous. Bon, après toutes ces petites histoires, avez-vous encore envie de faire des petites balades dans des forêts ou des montagnes? En tout cas, je me déleste de toute responsabilité, c'est pas moi qui vous oblige à regarder la vidéo, ok? Et sans déconner, en vrai, faites grave attention à vous quand vous êtes seul dehors, parce que, on sait jamais, il y a des malades partout. Bonjour, aujourd'hui j'ai 16 ans et l'histoire que je vais vous raconter se passe l'année dernière. Je vais un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai failli y passer. C'était un jour comme tous les autres. Mes habitudes après le lycée sont de rentrer goûter, faire mes devoirs, dessiner, manger, puis partir faire du VTT avant le couvre-feu. Donc comme à mon habitude, je fais les activités que je vous ai annoncées avant, mais au moment de manger, j'avais pas très faim, donc je me force un peu, je finis mon assiette, puis je me prépare à partir, mais ce jour-là, je me sentais un peu bizarre, j'avais pas envie de grand-chose. Mais je décide quand même de me forcer en me disant que je vais retrouver cette sensation du soir à vélo que j'aime tant. Et sérieusement, je pense que j'aurais mieux fait de me reposer. Je pars, je prends mon chemin habituel pour aller à mon endroit favori, tout se passe bien, je longe le canal, puis je monte la colline pour atteindre le point où j'aimerais me poser quelques instants avant de repartir. Je me pose bien un quart d'heure, mais pas plus, car j'ai toujours mal au ventre et ce mal de ventre me serre l'estomac de plus en plus. Et puis tout d'un coup, un cri. Rien d'alarmant, j'entends aussi un chien, alors je me dis que c'était juste une promenade entre un chien et son maître. Mais ce cri était le truc de trop. Je remonte donc à vélo et entame la descente de la colline. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais mon corps m'a fait freiner. Je suis à l'arrêt, entre le début du chemin longeant le canal et le début de la colline, et pas un bruit, un silence monstre, pas un grillon, pas un oiseau, et je ne vois ni le chien, ni l'homme. J'hésite longuement à prendre le chemin, mais je repense à la montée que je devrais refaire et le gros détour qui me ferait arriver plus tard que le couvre-feu. Même avec cette mauvaise sensation, je décide de longer le canal, mais beaucoup plus vite, car cette sensation devient de plus en plus forte. Et puis par là où je passe tous les jours, je vois un homme, devant un portail menant à une maison délabrée que je croyais abandonnée. Un homme assez musclé, épais, grand, et surtout avec une hache à la main. Avec la nuit qui arrivait peu à peu et sa casquette, je ne distinguais absolument pas son visage. Mais juste ça, ça m'a glacé le sang. J'arrête de pédaler pendant quelques secondes qui me semblaient interminables et passe à la vitesse supérieure dès que j'ai repris le contrôle de mon corps. Pensant me faire une fausse idée sur les intentions de cet homme que je n'avais jamais croisé par ici, je me retourne. Et là, je peux voir la chose la plus horrible qui soit. Il est derrière moi à peu près à 10 mètres, en train de courir à toute vitesse avec la hache à la main. Je passe direct la vitesse presque maximum et accélère au fur et à mesure. Et d'un coup, une pierre
me touche le dos. Et en même temps que j'hurle de douleur et mets la vitesse maximale, j'entends le cri d'un homme fou de rage. À ce moment-là, je pédale le plus vite possible, le mal de mes cuisses m'arrête en aucun cas et je rentre chez moi à fond. Pensant le calvaire terminé, je raconte tout à mes 2 parents qui appellent la police en écartant mes frères et sœurs pour ne pas les effrayer. Mais malheureusement, après plusieurs heures de recherche, la police n'a rien trouvé. Tout ça m'inquiète pas mal, mais j'essaye quand même d'aller dormir. Enfin, je m'endors, mais vers 2h du matin, je me réveille brusquement d'un cauchemar. Impossible de m'en souvenir. Je prends ma bouteille bien tant que mal et vais à la fenêtre pour regarder les étoiles qui me calment dans ces moments-là. Mais au lieu de trouver une étoile, je vois un homme, une hache à la main, en train de regarder ma fenêtre. Et en me mettant la main sur la bouche pour éviter de crier, je vais directement prévenir mes parents qui appellent immédiatement la police. Et quand enfin la police arrive, ils arrêtent l'homme. Mes parents m'ont dit que je n'avais plus rien à craindre et que je ne reverrais plus cet homme, car il n'en était pas à sa première tentative. Les policiers avaient trouvé 3 autres corps dans la maison que je pensais abandonner, celui d'une petite fille, d'une femme, d'un homme et un chien à l'agonie. Je pense que j'ai vécu une des plus horribles histoires à 16 ans. J'ai pris pour habitude, maintenant que j'ai repris le vélo depuis quelques mois, de prendre des chemins différents chaque jour, que ça soit pour l'aller ou pour le retour. Je ne prends plus le même chemin 2 fois dans la journée et des fois même dans la même semaine. Je ne prends plus du tout aussi l'ancien chemin, il est pour moi un traumatisme et je pense que si un jour j'aurai le courage de le reprendre, ça ne sera pas seul et ça sera dans plusieurs années. Je voudrais aussi dire que personne n'est à l'abri de quelqu'un avec de mauvaises intentions et que si vous prenez le même chemin plusieurs fois par jour et par semaine, il est aussi facile de trouver votre chez vous. Et je pense que l'on devrait écouter notre corps plus souvent. Imaginez-vous vous promener tranquillement près d'un canal et là vous croisez un homme étrange. Jusque-là c'est assez flippant, on est d'accord. Mais en plus de ça, cet homme a une hache. Moi perso je préfère rester glandé chez moi dans mon lit douillet. Bref, prochaine histoire. Cette histoire se déroule à la fin du premier confinement en juin 2020. J'étais en couple, ma partenaire et moi venions de fêter nos 6 mois de relation. À cette occasion, nous avions décidé de partir en week-end pour visiter une bambouseraie. Depuis toujours, je suis passionnée par les plantes et la botanique en général. Tous mes proches peuvent me définir comme une dingue de plantes, donc ce week-end tombait à pic. À ce moment-là, j'étais étudiante et nos revenus étaient assez faibles. Nous avons économisé pendant un moment pour pouvoir nous offrir ce week-end qui se devait être de rêve. La veille de l'événement, nous avons pris la route assez excitée et moi j'étais déjà en train d'imaginer les nombreuses plantes que j'allais pouvoir observer le lendemain. Après plus de 2 heures de route, nous avons fini par arriver dans la ville la plus proche et la moins chère du parc. Du fait de nos revenus, nous avions choisi de louer un appartement sur la plateforme Airbnb afin de limiter les coûts. Le quartier était assez fréquenté à notre plus grande surprise et notre logement à quelques pas de la gendarmerie de la ville. En soi, rien qui aurait pu nous indiquer un quelconque danger. Le logement se trouvait dans un petit immeuble de 2 étages. À chaque étage, un appartement destiné à accueillir des vacanciers. Pour entrer dans l'immeuble, il fallait composer un code, puis un deuxième pour obtenir les clés de l'appartement. En soi, rien de bien étrange. J'ai fait plusieurs locations sans pour autant rencontrer les propriétaires. Après avoir monté l'escalier, nous nous sommes rapidement retrouvés devant la porte de notre logement. En soi, rien de particulier, sauf que la porte semblait avoir subi plusieurs coups violents, comme si on avait essayé de la forcer, rafistolée avec les moyens du bord, mais tout de même fragile. Quoi qu'il en soit, nous avons eu un petit mouvement de recul, mais avons quand même décidé de rester pour la nuit. En rentrant dans le logement, nous l'avons trouvé assez accueillant, même si celui-ci n'avait pas été forcément bien décoré. Ayant une sorte de toc, j'ai tendance à ouvrir tous les placards, ouvrir et fermer les fenêtres ou encore regarder sous le lit. Je fais ça pour me rassurer en quelque sorte. En effectuant mon petit contrôle habituel, je me rends compte de plusieurs choses. Miroir cassé, pas de télévision, pas de linge de lit, pas de porte, des couteaux au bourron, un siège derrière l'interphone, de la vaisselle qu'en faible quantité, juste assez pour un repas, etc. Je suis très anxieuse de nature et à ce moment-là, je n'avais pas eu un bon feeling. Ma compagne avait réussi à me rassurer et puis en quelque sorte, je m'étais dit que c'était sans doute le travail, la chaleur et le stress des examens qui me rendaient un peu plus anxieuse que d'habitude. Après avoir déballé nos affaires, nous nous sommes préparés à manger et nous avons regardé un film avant d'aller nous coucher. Le lendemain, après avoir passé une matinée à la bambouseraie, nous sommes rentrés vers midi. Nous avions beaucoup marché et dépensé d'énergie à cause de ma passion pour les plantes, donc c'était un après-midi chill qui était prévu. Cependant, en début d'après-midi, un énorme coup dans la porte d'entrée nous a réveillés lors de notre sieste. Un peu paniqués, nous avons attendu quelques instants et puis plus rien. Sans nous poser plus de questions, nous relancions notre série. Cependant, à partir de là, toutes les demi-heures, le même coup énorme dans la porte. Nous avons envoyé un message au propriétaire pour l'informer de cette situation et dans la soirée, les coups avaient arrêté. Toujours angoissés, nous avons décidé de téléphoner à notre hôte. Celui-ci nous a alors demandé d'ouvrir la prochaine fois, car cela aurait pu être le locataire du 2e étage qui aurait peut-être eu besoin d'aide. En fin de soirée, il est minuit et nous décidons d'aller nous coucher. Ma compagne se douche et moi je bois un verre d'eau, quand soudain, j'entends 3 coups
coup à la porte, normaux cette fois-ci. Ne faisant pas attention à l'heure, j'ouvre et je me retrouve alors nez à nez avec un homme, assez grand, imposant et ayant à peu près la cinquantaine. L'homme me regarde assez surpris et puis observe l'appartement avant de me poser une question assez troublante. « Tu fais quoi ici ?» Sur le coup, je suis assez perdue, et puis il lui explique que je loue l'appartement pour la nuit. Mais étrangement, il me répète sans cesse « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui réponds à chaque fois la même chose et commence à perdre patience. Il faut savoir que je ne suis pas très épaisse, 1m60 pour 43 kg. Je ne sais pas si ça l'a encouragé, mais d'un coup il me pousse violemment dans l'appartement avec un grand sourire. Complètement choquée, je me fige et rentre dans une espèce d'état de panique où je n'arrive pas à sortir. Ma compagne qui sort de la douche arrive en serviette. Elle est plus petite que moi et beaucoup plus légère. Cependant, elle a un caractère assez violent quand elle s'énerve. Elle repousse l'homme qui sort de l'appartement, mais qui bloque toujours la porte. L'homme sourit de plus belle avant de nous demander à nouveau ce qu'on fait ici. Ma compagne commence à s'énerver un peu plus, et puis tout d'un coup, il nous demande de lui faire un café. Le plus troublant, c'est qu'il nous indique tout. L'endroit où se trouve la tasse et de quelle couleur elle est, le tiroir des cuillères, la boîte en métal des capsules, et ainsi de suite. Je ne me souviens plus comment, mais je finis par sortir de cet état, et puis je commence à le menacer d'appeler la police. Ma compagne va un instant dans la chambre enfiler un pyjama. Pendant ce temps, l'homme me regarde avant de me tendre une enveloppe contenant une coquette somme d'argent, tout en me chuchotant à l'oreille. Mais du coup, comment je fais pour les relations sexuelles avec vous deux ? Je me tétanise à nouveau et puis ma compagne arrive en furie avec le téléphone à l'oreille en imitant un appel de la police. Elle le pousse à nouveau avant de lui claquer la porte au nez tout en la verrouillant. Après quelques instants à comprendre ce qu'il venait de se passer, nous avons déplacé le peu de meubles présents devant la porte, qui, je le rappelle, pouvait être facilement défoncé. Tout ce dialogue aura duré 40 minutes et après 5 minutes où le calme et le silence furent revenus, nous entendons de l'autre côté de la porte: Elles sont deux, elles font déjà des trucs et elles ne veulent pas me faire entrer. On fait quoi ? Puis deux autres voix masculines. Au final, nous avons pas du tout dormi de la nuit. Tous les détails étranges me revenaient en tête et prenaient alors tout leur sens. Les miroirs cassés, le fait que toute la vaisselle soit en bambou ou en plastique, pas de couteau, le fauteuil derrière la porte et proche de l'interphone, la porte défoncée, tout semblait se mettre en place comme un puzzle. Que nous serait-il arrivé s'il avait insisté? Si ma compagne n'était pas sortie de la douche à temps? Si elle n'avait pas eu ce caractère? Et surtout, qui étaient les hommes dans le couloir? Le lendemain, nous avons envoyé un message au propriétaire qui nous a affirmé ne pas être au courant. Bien sûr, dès l'aube, nous sommes rentrés chez nous. Ce qui devait être un week-end de rêve était au final devenu un cauchemar. À ce jour, j'ai gardé une grande appréhension et une énorme angoisse quand je dois réserver même un hôtel. Je ne veux plus retourner dans cette région qui m'a tant fait peur. Oh my god. Ça, c'est ce qu'on appelle une histoire extrêmement flippante. Je me suis demandé pourquoi elles avaient pas appelé la police, ce qui me paraissait logique. Et dans les commentaires, parce qu'on peut mettre des commentaires, il y a quelqu'un qui a posé cette question et la personne qui a écrit ce thread lui explique que en fait elle pensait que la police n'allait pas venir juste pour ça. Du coup, elle les a pas appelés. Bon, après ça se trouve, ils seraient pas venus, peut-être. Mais quand t'es en danger à ce point-là, tu mets toutes les chances de ton côté. Enfin bon, l'important c'est qu'elles sont saines et sauves. Mais en tout cas maintenant, faites bien attention quand vous louez une chambre d'hôtel ou un Airbnb. On ne sait jamais sur qui vous allez tomber. Prochaine et dernière histoire. Bonjour. Pour être honnête, cette expérience m'a fait douter de la réalité à cause de la peur. C'était il y a 1 an, pendant le confinement. Il faut savoir que je vis en campagne et la ville la plus proche est à 11 km. Donc c'est plutôt isolé, sachant qu'on a une forêt pas loin. Je passais mes journées seule chez moi avec mon père quand il ne sortait pas se balader. Et cette histoire a commencé de façon très bête. Quelqu'un toquait au volet de la fenêtre, qui est dans la même pièce que la porte d'entrée et le salon. J'étais seule quand ça a commencé. Je pensais à la limite que c'était quelqu'un qui s'était perdu ou à ma voisine, même si elle ne vient jamais. Il faut savoir que ma porte d'entrée est toujours fermée à clé, donc je suis rapidement allée voir qui c'était et j'ai ouvert la porte. Et il n'y avait personne. Donc là, j'ai pensé que c'était une mauvaise farce et que quelqu'un s'était caché, ce qui m'a vraiment pas rassurée, et je suis rentrée chez moi en fermant bien la porte à clé. Ça a continué plusieurs fois, mais il n'y avait toujours personne. Il arrive souvent d'avoir des promeneurs qui passent juste en face de chez nous, mais personne ne s'est jamais amusé à toquer à notre porte. Ça a continué pendant une bonne semaine, à chaque fois que j'étais seule, et j'ai essayé d'en parler à mon père, et il m'a dit que c'était sûrement quelqu'un d'idiot qui voulait nous faire peur, ou alors que j'hallucinais. La semaine suivante, ça a continué, mais cette fois-ci, quand mon père était là.
là, ou en pleine journée. Et là, la personne toquait de plus en plus fort. Malgré que mon père voyait que j'avais peur, il ne voulait pas chercher les alentours, car pour lui c'est vraiment facile de se cacher et de fuir, et il se demandait même si c'était pas moi qui toquais exprès pour lui faire une blague. Un soir, donc la 3e nuit après la première semaine, il était à peu près 23h et j'essaye de dormir. Et tout d'un coup, quelqu'un tape comme un bourrin contre la porte. J'ai hyper peur car la porte est en verre et mon père a un sommeil vraiment lourd donc il n'entend rien. Au début, j'essaye d'ignorer, mais au bout de plusieurs minutes, je sors de mon lit. Je prends mon couteau de poche et je descends. J'essaye de réveiller mon père, mais il me dit de repartir dormir, alors je décide de me mettre juste devant la porte. Le verre de la porte nous empêche de voir à l'extérieur la nuit, mais de dehors, on peut voir l'intérieur. Et à un moment donné, je regarde discrètement et là, je vois bien une silhouette. Je suis complètement en panique, je tremble de tout mon corps, mais je veux faire tout mon possible si jamais l'individu réussit à rentrer. Et là, je suis clairement en train de me faire un film. Je me dis qu'un psychopathe avec un sourire diabolique est sûrement derrière ma porte et je décide de parler pour essayer de l'intimider en disant « Je suis armée, je te laisserai pas entrer !» Et là, le bruit s'arrête après quelques secondes. Je reste plusieurs minutes derrière la porte et après qu'il n'y ait eu aucun bruit, je décide de retourner dans ma chambre pour aller dormir. Je me souviens carrément avoir pleuré quand la tension est redescendue et heureusement, c'était la dernière fois que cet homme est venu. En général, on m'effraie difficilement, mais là, je dois avouer avoir eu peur pour ma vie et celle de mon père. Salut, je m'appelle Sophie et je ne me sens pas encore en sécurité pour évoquer cette histoire avec mon contre-édite personnel. Je sais que la personne qui m'a fait vivre ce cauchemar surveillait encore mes faits et gestes il y a quelques semaines encore. J'ai déménagé et j'ai changé de travail, mais je continue d'avoir peur. Jusqu'à très récemment, je travaillais dans l'équipe d'une streameuse gaming extrêmement influente dont je tairai le nom, et pour la compréhension de l'histoire, je l'appellerai Josie. J'étais chargée de relations, j'arrangeais les rendez-vous avec la presse, je communiquais avec les marques et je dirigeais ses modérateurs. Les abonnés de Josie avaient l'habitude de me voir sur Discord et dans l'ensemble, on s'entendait très bien. À l'époque, je vivais à Bordeaux et je sais que c'est pas très professionnel, mais il m'est arrivé de rencontrer des abonnés en dehors du travail pour aller prendre un verre ou ce genre de choses. Même aujourd'hui, alors que j'ai quitté mon job, certains sont encore des potes et c'est même une fille que j'ai rencontrée sur les streams qui va être prochainement mon témoin de mariage. Josie s'en fichait tant que cela n'impactait pas mon travail, qu'il n'y avait pas de favoritisme ou conflit d'intérêts. Ce soir-là, c'était une fille du serveur qui voulait fêter la fin de ses partiels qui nous avait invités dans un club de la ville. Avec elle, il y avait un garçon que je ne connaissais pas et qui était venu avec sa petite copine. Il devait être un peu plus âgé que moi et il avait une dégaine de métalleux. Apparemment, c'était aussi un abonné de Josie, mais je ne lui avais pas trop parlé. Je savais juste qu'il s'appelait Fabien. La soirée se passe bien, on rentre tous chez nous et j'y pense plus trop. Quelques jours plus tard, la fille qui nous avait invités m'envoie un DM sur Twitter en plaisantant sur le fait que Fabien arrête pas de parler de moi et qu'il se passe un truc. Ça arrive parfois que des abonnés soient très fanboy avec moi parce que je suis tous les jours à leur contact et qu'ils me perçoivent comme la personne la plus proche possible de leur idole. C'est chiant, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Et comme Fabien a une petite amie, je m'inquiète pas trop. Ce soir-là, alors que je sors de la douche, j'ai plusieurs notifications en attente. C'est Fabien. Il est pas bien, il s'est séparé de sa copine. Il commence à me faire de grandes déclarations d'amour, j'essaye de le calmer, et notre conversation va durer jusqu'à 6h du matin. Finalement, il supplie que j'accepte un verre avec lui, dans le même bar où nous avons invité mon ami. Je lui dis que ça va pas être possible, en lui sortant une grosse disquette. Mais son prochain message me glace le sang. Je passe te prendre chez toi. Je saurai longtemps après qu'il avait réussi à trouver mon adresse grâce à une photo que Josie avait postée sur Twitter et où on était sur mon balcon. En contrebas, on voyait l'enseigne d'un magasin et il l'avait retrouvée sur internet avant de calculer l'angle de prise de la photo avec Google Street View. J'ai passé la soirée à attendre calfeutré derrière ma porte avant finalement de recevoir un message comme quoi il s'est remis avec sa copine. Une journée après leur séparation. Plus tard, elle me demandera des explications que je lui donnerai en toute franchise et qu'il n'ira en bloc, me traitant de folle, de mythomane, etc. Au vu de sa personnalité, les gens ont préféré me croire moi et il l'a apparemment très mal vécu. Je savais qu'il continuait d'essayer d'apprendre des trucs sur moi par les autres membres, mais j'ai fini par passer à autre chose. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon fiancé. Comme mon fiancé aimait bien le travail de Josie, il a rejoint son Discord et il était très actif dans les lives où il me faisait parfois des dédicaces du genre « C'est ma chérie qui modère, bon courage à elle ». Ça n'a pas du tout plu à Fabien qui a commencé à s'attaquer à lui. Un soir, le Discord s'est fait mitrailler par des comptes qui ont tous posté la même chose. Un deepfake pornographique de moi. Lui aussi fait avec la photo du Twitter de Josie qu'elle avait pourtant supprimé mais qu'il avait dû télécharger. Évidemment, il a été banni, mais il a ensuite fait pas moins de 135 comptes à l'aide d'un VPN dont les pseudos étaient des menaces du genre « Tu n'as nulle part où te cacher, je vais te violer » en écrivant mon prénom que je ne lui avais jamais donné. Et surtout, ce qui m'a décidé à aller déposer une main courante à la gendarmerie, c'était cette menace. Paris Game Week 2020,
j'aurai un couteau. Vous vous doutez bien que je n'ai jamais été aussi contente que les conventions soient annulées. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, Fabien continue ses menaces et surveille tous mes faits et gestes sur mes réseaux. Et malheureusement, les officiers qui ont pris ma main courante m'ont dit qu'il n'y avait pas de chance qu'elle aboutisse, car je n'ai pas son nom de famille ni son adresse, et tous ces messages ont été supprimés quand il a été banni. Donc, il n'y avait pas de preuves suffisantes. Il aurait fallu que je prenne des captures d'écran, mais les modos ont surtout cherché à supprimer les images pornographiques. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que Fabien surveille tous mes faits et gestes sur mes réseaux. Salut, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 1 an et demi. Je faisais de l'urbex très régulièrement, une à plusieurs fois par semaine, et cette histoire prend place un soir, aux alentours de 23h. Avec un ami avec qui je pars souvent en exploration, nous avions repéré une ancienne caserne militaire abandonnée et vouée à la destruction. Nous nous rendons donc sur les lieux et faisons le tour des bâtiments depuis l'extérieur du grand mur, surplombé de barbelés pour trouver un accès. Au bout d'un certain temps, on trouve une brèche vers un bout de mur sur lequel il n'y avait pas de barbelés. On se dirige alors discrètement dans cette direction, puis mon ami me fait grimper sur le mur d'environ 3 mètres et une fois en haut, je l'aide à monter. Depuis le mur, nous avons une vue sur les bâtiments qui nous intéressaient le plus et qui étaient encore dans un bon état. On décide de marcher sur le mur jusqu'au bout, une trentaine ou quarantaine de mètres, parce qu'il devenait de plus en plus petit, ce qui nous permettrait de faire moins de bruit en descendant. En arrivant au bout du mur, qui doit à ce moment-là mesurer 2,30 m, je marque un arrêt et je dis à mon ami que j'ai un feeling étrange. Généralement, quand j'ai ce genre de feeling, c'est pas très bon. Et il vaut mieux partir. On décide alors de marquer une pause, de s'asseoir sur le mur, d'écouter et regarder attentivement pour voir si quelque chose se passe. Au bout de quelques minutes, un homme en vélo apparaît sur le chemin à quelques centaines de mètres devant nous. On pense alors que c'est un vigile chargé de garder les lieux. On est tapis dans le noir, accroupi sur le mur, près d'un buisson, et d'un coup, l'homme qui s'est arrêté avec son vélo le pose contre un mur et commence à marcher rapidement dans notre direction. Il faut savoir que quand on tombe sur des agents de sécurité, des propriétaires des lieux, des policiers ou toute autre personne, on engage généralement la conversation pour expliquer que l'on est juste là pour prendre des photos, qu'on ne cherche pas à dégrader ou à voler quoi que ce soit. Cependant, cette fois-ci, l'homme s'approche vite vers nous sans dire un mot. À savoir qu'avant le mur sur lequel on se trouvait, il y avait un grillage de chantier. Habituellement, les gens nous interpellent, parfois un peu brusquement, mais lui, il ne dit rien. Et là, je dis à mon ami qu'il faut qu'on parte, que je le sens pas du tout. On décide alors de se lever et on commence à marcher vite sur le mur en direction de là où nous sommes entrés. L'homme ne nous dit toujours rien alors qu'on est presque en train de courir sur un mur à 3 mètres du sol. C'est totalement impossible qu'il nous ait ni vu ni entendu. Arrivé au bord du mur, j'entends le grillage qui séparait notre mur de la zone où se trouvait l'homme faire du bruit. Je me retourne et je le vois en train de l'escalader. Gros coup de pression, on saute du mur et on court comme jamais on n'avait couru auparavant. On arrive à la voiture, je démarre et on part vite. On a voulu y revenir quelques mois plus tard, et pour le coup, on a vu un vrai vigile, avec une lampe et un chien, qui ne nous a pas repérés, mais on est quand même parti parce qu'on voulait pas se faire mordre. Bref, c'était vraiment une rencontre effrayante, parce que c'est la première fois qu'on tombe sur quelqu'un qui vient vers nous, et qui même quand on décide de s'enfuir, ne dit rien. Je suis certain que c'était pas un vigile, mais je me demande encore ce qu'il voulait, et ce qu'il aurait fait si nous l'avions attendu, ou si nous lui avions parlé. Bon, pour tous ceux qui font de l'urbex là, faites attention. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait des gens étranges. En vrai, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, enfin que je kifferais de fou faire, mais je sais pas du tout où je peux aller. Mais ça serait vraiment quelque chose que je kifferais faire. Bref, prochaine et dernière histoire. Salut, je m'appelle Kaylee, j'ai 16 ans et je vis en Normandie à 1 heure de Paris. Je vais vous raconter une histoire creepy que je vis depuis l'année dernière dans le total déni. Je vais commencer par vous décrire ma maison. Nous nous trouvons entre 5 voisins et le terrain est séparé en 2 parties. Une partie cour et une partie jardin. La partie jardin se trouve entre une maison, un garage et une casse automobile. Dans le fond du jardin se trouve l'enclos des oies et derrière cet enclos, il y a une petite partie de forêt très dense avec des herbes très hautes. Depuis 2 ans, je vais dans mon jardin la nuit pour m'asseoir sur la balançoire et écouter de la musique pour réfléchir. Et récemment, j'ai aperçu un renard dans la casse automobile de mon voisin. J'ai été surprise, mais je pensais pouvoir expliquer les bruits étranges que j'entendais dès que j'enlevais mes écouteurs. De l'autre côté du petit bois se trouve la nationale où la circulation est toujours très importante. Je pensais que ces bruits venaient de là, mais pas exactement.
Un soir comme tous les autres, j'étais sur ma balançoire et d'un seul coup, je me suis sentie très mal et mon instinct me hurlait de courir, m'enfermer dans la maison. Alors je suis partie en courant et je suis rentrée en prenant le temps de me retourner pour ne rien apercevoir dans la nuit noire. Quand je suis rentrée, mon cœur battait si fort que je me suis mise à pleurer de soulagement. Ce que je comprenais pas puisqu'il n'y avait rien ou je n'avais pas réussi à voir quoi que ce soit. L'an dernier, des œufs de notre poule ont totalement disparu alors que nous les avions laissés pour que Sidonie, notre poule, puisse les couver. Cette année, nous nous étonnions beaucoup de la faible ponte de Sidonie, jusqu'au jour où on a découvert une grosse empreinte de chaussure derrière le grillage qui avait été tordue comme pour pouvoir passer par-dessus. Au départ, je n'ai pas vraiment réagi, mais c'est bien plus tard que j'ai compris que la nuit, je n'entendais pas des renards ou des rats. J'entendais les bruits de pas d'un homme qui se glissait dans mon jardin pour prendre les œufs. Cette même nuit, j'ai fait un horrible cauchemar dans lequel un homme me regardait depuis les bois et je me suis réveillée en pleine paralysie du sommeil, tétanisée par la peur. Un jour, alors qu'une nouvelle fois j'étais sur la balançoire, j'ai de nouveau ressenti la peur me glacer le sang. Mon instinct me hurlait de partir en courant et une deuxième fois je l'ai fait, mais cette fois, en me retournant, j'ai éclairé ce qui s'apparentait à 2 yeux dans le noir. Suite à ça, j'ai couru m'enfermer et j'ai eu du mal à m'endormir de peur de voir ce mec essayer d'entrer dans ma maison. Je rajoute aussi que par peur de croiser quelqu'un, j'ai piégé toute la zone, mais ce ne sont que des petits pièges artisanaux. Nous avions dans l'idée de mettre des barbelés pour renforcer la sécurité de la propriété. Seulement, une loi stipule que si une personne s'introduisant dans la propriété venait à se blesser, nous serions tenus comme responsables et nous prendrions très cher pour l'avoir blessé volontairement. Et il y aurait des chances que lui ne prenne rien de plus qu'un avertissement. À l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de me rassurer en me disant que c'est juste un voleur d'œufs, mais étant donné que nous sommes persuadés que c'est un homme, je ne reste plus dans mon jardin la nuit tombée. Bon, eh bien les cocos, vous avez compris le jeu de mots? Bon ok, ferme ta gueule. Est-ce que cette histoire vous a fait un petit peu bader? Y a pire, je l'admets, elle est pas non plus hyper terrifiante, mais mettez-vous à la place de la fille. Vous êtes là en mode chill, sur votre balançoire, il fait nuit, vous regardez les étoiles, tout va bien, vous écoutez votre musique, et vous entendez des bruits suspects. Et en enquêtant un petit peu plus, vous vous rendez compte que c'est pas un renard, que c'est pas une bête sauvage, mais que c'est un homme. Bref les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le fait plus bader. Et puis si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Voyons, je vais pas vous manger. Et si vous avez des potes ou de la famille qui kiffent les histoires d'horreur, bah pourquoi pas partager? Et puis pourquoi pas appuyer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!